Ok. Hola, es un gran honor para mí estar aquí hoy. Gracias a Muriel. Lo siento, no hablo español y me voy a expresar en francés. Euh, En lien avec la thématique de ce workshop, je vous propose aujourd'hui un éclairage sur la considération de la santé des enfants protégés en France. Est-ce que le rythme convient? Ouais. Ok. Alors, euh, euh, s'intéresser à la santé des enfants protégés nécessite de comprendre aussi le contexte législatif dans lequel elle s'inscrit, parce que, en tous les cas, en France, cela signifie considérer plusieurs politiques publiques, la politique de la protection de l'enfance et la politique de la santé d'autre part. C'est cette intersectorialité. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu en France. Alors, ouais. Oh, help me. Comment? A little click here and now it should work. Yeah. Ok. Alors, de manière cohérente, en France, on a recours aussi aux textes et aux supports internationaux comme une base commune avec évidemment la définition de l'OMS et la référence à la Convention internationale des droits de l'enfant. Je pense que vous êtes familier de ces éléments-là, je ne vais pas y revenir. Au niveau national, au niveau français, la protection de l'enfance est définie, comme vous voyez, entre guillemets. Je vais vous le lire parce que les termes employés me semblent assez intéressants pour le workshop d'aujourd'hui. La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Cette définition, qui évolue au fil des lois, permet de constater que la dimension de la santé, vous voyez, est évoquée avec directement le terme de santé, mais aussi en évoquant le développement physique de l'enfant. Dans la suite de la loi, on va le voir, le terme de bien-être est aussi utilisé. De plus, la haute autorité de santé recommande de façon spécifique de prendre en compte la santé des mineurs dans le cadre des établissements et des services sociaux. Aussi, on peut voir que la protection de l'enfance dit qu'il faut faire attention à la santé et la politique de santé dit qu'il faut faire attention aux enfants concernés par la protection de l'enfance. Pour mieux comprendre quelques éléments euh, par rapport au contexte français de la protection de l'enfance, environ 190 000 euh, enfants donc sont accueillis en dehors de leur famille suite à une décision du juge dans 92% des cas. 54% des enfants sont accueillis en lieu collectif et 46% sont accueillis en famille d'accueil. Plus particulièrement, pour comprendre le contexte, il y a des dispositifs plus particuliers en protection de l'enfance pour être vigilant à la santé des enfants. Par exemple, la dernière loi a rendu obligatoire l'existence d'un médecin référent au niveau de chaque département. Donc, un médecin qui coordonne l'ensemble des actions auprès des enfants. Il n'est pas en consultation directe, il est en coordination des actions.
un deuxième aspect que vous voyez dans le deuxième carré à droite, c'est l'obligation de réaliser un bilan de santé de l'enfant lors de son entrée dans le système de protection de l'enfance. Un bilan de santé complet, que ce soit la santé physique ou la santé psychique. Un autre point, c'est le fait de pouvoir aussi être vigilant à la santé globale de l'enfant tous les ans lorsque sa situation est réévaluée pour savoir quels sont les objectifs de sa prise en charge, de son accompagnement, s'il peut retourner dans sa famille ou pas. Donc, la santé est aussi intégrée dans l'accompagnement global de l'enfant. Et enfin, malgré les contextes financiers en France, il y a aussi des financements de dispositifs innovants qui mettent l'accent sur le parcours de soins. Parce que un des constats en France, c'est que le parcours de soins est fragmenté. Il y a des prises en charge qui se répètent. Il y a du manque d'évaluation des évolutions des prises en charge. Donc, il y a des dispositifs qui essaient de vraiment retracer de manière très minutieuse et fine chaque intervention, chaque évaluation, chaque diagnostic pour pouvoir agir de manière plus située. Une fois que l'on a dit tout ça, néanmoins, la santé est perçue de manière assez généraliste. Vous voyez, jusque-là, j'ai parlé de santé. Dans les textes, on parle de santé. Mais on s'aperçoit que de manière conceptuelle et concrète, finalement, il y a peu de précision de quelle santé parle-t-on, comment on l'évalue. Et c'est la notion de bien-être peut aider aussi à pouvoir décliner, rendre concret, tout comme la notion de besoin et de vulnérabilité. Au sujet du bien-être, par rapport à l'état des connaissances que l'on a aujourd'hui, en tous les cas en France, beaucoup d'études s'appuient sur la définition de Ben-Arié et Frons au sujet du bien-être. Ensuite, on s'appuie sur une littérature internationale qui compare le bien-être des enfants de la population générale avec les enfants concernés par la protection de l'enfance. Les constats, vous les connaissez probablement, sont assez sombres, hein, avec donc une qualité de vie moindre pour les enfants accueillis en institution, avec un sentiment de bien-être réduit et aussi une estime de soi des enfants concernés par une mesure réduite par rapport aux enfants de la population générale. Au niveau de la littérature, il y a l'étude de Ries sur laquelle on s'appuie beaucoup, notamment avec des collègues comme Fabien Bacrot qui travaille beaucoup sur le sentiment de bien-être, qui montre aussi comment le bien-être peut être un facteur de protection par rapport à d'autres sphères développementales. Donc, au-delà de mesurer, l'enjeu de mesurer un bien-être et de repérer qu'il est finalement faible chez les enfants protégés, l'étude de Ries montre aussi comment le soutien pour une amélioration du bien-être peut être un facteur de protection pour soutenir d'autres sphères développementales, que ce soit la sphère scolaire, par exemple, mais aussi comment le bien-être peut permettre de limiter les troubles liés du comportement liés à l'accueil des enfants. Donc, la valeur très subjective du bien-être. Donc, la valeur subjective du bien-être, si on l'associe à la santé de l'enfant, participe aussi à donner une place importante au sentiment, au ressenti de la personne à propos de sa santé, de se décaler d'une évaluation externe, extérieure de la santé et même du bien-être de l'enfant. Aussi, on peut dire que le sentiment de bien-être
dans le domaine de la santé pourrait alors être associé au fait de se sentir serein, apaisé à propos de cette dimension et qu'on pourrait dire de cette dimension développementale, considérant les perspectives développementales et contextuelles liées à la santé perçue des jeunes. It's okay for you? D'accord. Alors vous savez. Ok. Alors, maintenant, si j'ai le temps et je regarde Muriel qui va être la maîtresse du temps, je voulais vous proposer de faire un focus sur 3 recherches qu'on a réalisées avec des collègues. Et donc, la première qui a porté sur le sens du soin et le fait de prendre soin en protection de l'enfance, et où on a réalisé 41 entretiens, dont 9 avec les jeunes. Donc, dans cette première recherche, plusieurs éléments ont attiré notre attention lorsqu'on sollicite le point de vue des jeunes au sujet de leur santé. Et leur discours montre à quel point leur perception est spécifique à leur situation, au fait d'être placés. D'après les jeunes interrogés, la santé est capitale pour bien vivre leur placement. C'est ce qu'ils disent en premier. Pour bien vivre dans mon lieu d'accueil, il faut que je sois en bonne santé. Ça en devient presque vital. C'est un préalable important pour eux. Et donc, à l'inverse, un mauvais état de santé aurait un effet cumulatif au mal-vivre du placement. Et par exemple, il y a 2 verbatims. Donc, je vous laisse le lire en espagnol. C'est un jeune qui l'a dit. Ici, je me sens en sécurité, je grandis mieux. Et aussi un jeune qui dit, on n'est pas bien, moral à zéro, qu'à la santé au quotidien, ça va pas. Les jeunes soulignent aussi la dimension organisationnelle, voire gestionnaire de la santé. C'est-à-dire que pour eux, la santé, c'est aussi un moyen de devenir autonome à 16 ans. Donc, c'est aussi un support d'émancipation que de pouvoir gérer leur propre santé sur des aspects très complexes, mais très concrets, sur les démarches administratives. Au sujet de leur prise en charge, ils perçoivent l'éclatement, ce que je vous disais en introduction un peu tout à l'heure, avec une absence de coordination entre les différents professionnels qui ne se parlent pas vraiment et pour les prises en charge qui leur sont proposées. Et du coup, les jeunes sont eux-mêmes responsables de la continuité. C'est-à-dire que l'absence de coordination entre les professionnels fait peser une responsabilité sur les jeunes que de se souvenir eux-mêmes quel médecin ils ont vu quand quand est-ce qu'on leur a arraché la dent de sagesse, quand est-ce qu'ils ont changé leurs lunettes. Donc, c'est eux qui deviennent responsables de leur parcours de soins. Ce qui n'est pas anodin, certains jeunes nous disent, mais si moi je me souviens pas, il n'y a pas de support. Et donc, c'est aussi une responsabilité qui peut être lourde pour les jeunes. Il y a un autre aspect où les jeunes aussi, dans leur rapport aux médecins, disent ils ont l'impression d'être perçus comme des menteurs par les professionnels de soins sur le fait de ne pas être crus lorsqu'ils disent, par exemple, mais j'ai très mal au genou, je n'arrive pas à monter les marches, j'ai vraiment très mal. Et les professionnels de santé qui ne sont pas familiers des jeunes de la protection de l'enfance peuvent avoir la tendance à dire les examens montrent qu'il n'y a rien de physique de diagnostiqué, donc ce n'est pas grave, ça va passer. Et ça va passer pour les jeunes, ils entendent je ne m'intéresse pas à ce que tu ressens. Et on voit des jeunes qui peuvent avoir tendance à aller assez souvent chez le médecin en cherchant de la réassurance, de pouvoir aussi exprimer des mots à un médecin qui est repéré comme légitime avec une possibilité de pouvoir diagnostiquer et aider. Une deuxième recherche
où là, c'est le poids. Ah oui, non, cette recherche, pardon. Une recherche qui s'appelle RESOB, où on a mené 29 entretiens avec les jeunes et 29 avec les professionnels, toujours au sujet de leur santé, et il y avait un volet addiction. Mais au sujet de leur santé, ce qu'ils disent de manière vraiment forte, c'est le poids du contexte socio-émotionnel qui a beaucoup été décrit. Et notamment, le premier point que vous voyez en vert, c'est la souffrance induite par la séparation avec leur famille. Les jeunes ont pu nous dire, la santé, ça va pas parce que ici, j'ai pas ma mère, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes potes, j'ai rien, j'ai pas mes repères. Et ce jeune fait directement le lien avec le fait d'être dans un autre contexte et de perdre aussi ses repères avec sa santé et que sa santé, c'est un des premiers points qui est influencé par le changement de lieu. Il y a aussi le fait de ne pas se sentir bien dans le lieu d'accueil. Je vous laisse lire le verbatim du jeune. Et aussi le poids du stress par rapport à l'avenir, les préoccupations qui font que la santé est abîmée, leur sentiment de bien-être et du coup des conduites addictives qui peuvent se développer de manière majeure. Donc on voit plusieurs conceptions de la santé. Pour certains jeunes, c'est le silence des organes. Je suis en bonne santé, j'ai mal nulle part. Et il y a une autre conception des jeunes qui intègre la dimension plus psychologique et émotionnelle sur le fait de se sentir bien aussi dans sa tête et dans son cœur, pour reprendre les mots des jeunes. Enfin, une troisième recherche avec une approche plus quantitative où on a proposé à des enfants accueillis en famille d'accueil de répondre à un questionnaire sur une échelle de la qualité de vie. 91 jeunes ont répondu. Que nous disent-ils? Alors, c'est une synthèse d'une synthèse d'une synthèse. Euh, Dans ce questionnaire, plusieurs dimensions étaient évaluées et notamment la dimension, donc il y avait la dimension, je vais vous les dire, euh, est-ce que ah oui, voilà, familia, escuela, amigos et entorno y uno mismo. Et c'est la dimension soi qui renvoie à la façon dont les enfants se perçoivent, qui est d'autant plus interrogeante parce que il y a un score très bas par rapport aux autres dimensions et surtout beaucoup de non-réponses. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas répondu à ces questions-là, qui, de manière croisée avec des dimensions cliniques, montrent aussi la difficulté à pouvoir parler de soi, à se regarder sur soi et à penser son bien-être individuel. La deuxième dimension, et là, je pense que les travaux de Benjamin aussi pourraient apporter un éclairage. C'est la dimension école, qui est bien repérée en France comme problématique, et où ces enfants ne se sentent pas bien à l'école. C'est un fait, malheureusement. Et donc, c'est parmi les différentes variables testées, on s'aperçoit que c'est le nombre de placements qui impacte le plus le sentiment de bien-être au niveau individuel et au niveau de l'école. Alors, en résumé, j'arrive à la fin. Il y a deux axes qui apparaissent, à partir desquels j'aimerais aussi avoir votre avis ou votre perception à partir de vos propres travaux. Euh, le premier, c'est que il pourrait être intéressant de réfléchir à une conception du bien-être comme une dimension à part entière dans le développement de l'enfant, et peut-être plus particulièrement par rapport aux enfants vulnérés ou aux enfants en situation de vulnérabilité, comment ce sentiment de bien-être eh bien, constitue aussi un élément développemental à part entière à considérer et non pas comme voilà, un axe secondaire qui pourrait être amélioré au cas où. Et puis, aussi échanger avec vous aussi sur le fait de pouvoir penser
cette question du bien-être dans le parcours du jeune, notamment à partir donc de son histoire. Et en France, on lit beaucoup à partir de l'histoire de l'enfant. Mais ce que nous disent les jeunes, c'est aussi l'importance de ici et maintenant pour pouvoir voir demain. Donc aussi peut-être voir à partir de vos propres travaux sur de penser le bien-être dans une actualité et dans une projection au-delà d'un parcours avec de la violence, de la séparation, soit, mais comment aussi on peut le penser pour un avenir et un élément soutenant pour eux. Et donc, pour ne pas conclure, euh, il y a encore beaucoup de questions qui se posent, et notamment une, comment considérer la coéducation entre les adultes autour de l'enfant, mais aussi la question du bien-être de ces adultes pour accompagner au mieux le prendre soin à la santé de ces jeunes. Euh, une question qui vient mobiliser les adultes dans leur responsabilité aussi d'éducation auprès de ces enfants-là pour soutenir le bien-être de ces jeunes et quels moyens on peut avoir, nous, chercheurs, professionnels, pour pouvoir penser cela au service du bien-être des jeunes. Muchas gracias per su atención.